Les pervers narcissiques sont des individus caractérisés par un besoin excessif d'admiration, un manque d'empathie et une proportion à manipuler les autres pour satisfaire leurs propres besoins. Ils ont tendance à se considérer comme supérieurs aux autres et à chercher constamment à être au centre de l'attention. Leur mode de fonctionnement repose souvent sur la manipulation émotionnelle et à la domination psychologique de leur entourage. Ils peuvent exercer un contrôle sur leurs proches en utilisant des tactiques telles que la culpabilisation, la dévalorisation et la manipulation des émotions. Les relations avec les pervers narcissiques peuvent être toxiques et entraîner des conséquences psychologiques graves pour les victimes. Jean-Charles Bouchoux est un écrivain, psychanalyste réputé, ayant consacré une partie de ses travaux à l'analyse des pervers narcissiques. À travers ses ouvrages, notamment Les pervers narcissiques, il explore les caractéristiques et les mécanismes de ce trouble de la personnalité, offrant ainsi une compréhension approfondie de ce phénomène. Ses écrits apportent des perspectives éclairantes sur les relations toxiques et les impacts psychologiques qu'elles peuvent avoir sur les individus. Bouchoux s'engage à sensibiliser le public et à aider ceux qui sont confrontés à ces situations et à mieux comprendre et à se protéger. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission où j'ai le plaisir de recevoir Jean-Charles Bouchoux, écrivain, psychanalyste et auteur de plusieurs livres, dont Les pervers narcissiques aux éditions Pocket. Alors, je peux corriger? Oui. Les pervers narcissiques est sorti aux éditions Erol. Puis, il est passé dans la collection Poche chez Pocket. Puis, j'ai retravaillé Les pervers narcissiques qui est ressorti chez Erol. Donc, en librairie, on trouve deux livres. Celui de chez Erol qui est plus complet et plus joli, plus grand. Et le Pocket qui est un petit peu moins cher, mais qui est moins complet. Ok. Moi, je vous ai rencontré sur l'émission de Sud Radio avec Brigitte Lahaye, où justement vous recevez des éditeurs qui vous parlent des problèmes autour des pervers narcissiques. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que vous êtes l'un des spécialistes des pervers narcissiques. Et je voulais vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous êtes très demandé. Donc, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Ma première question, c'est justement, qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Ouais, je ne sais pas si ça existe, les pervers narcissiques. Il existe des personnes qui mettent en place des mécanismes de défense psychologiques particuliers. Et ces mécanismes-là, je les appelle mécanismes de défense pervers narcissiques. Si la personne ne fonctionne qu'avec ce type de mécanisme, effectivement, nous pourrions l'appeler perverse narcissique. Mais il existe aussi des personnes qui emploient ce genre de mécanisme et que nous ne devrions pas appeler pervers narcissique. D'accord. Un mécanisme de défense, c'est quelque chose que je vais mettre au service de mon psychisme pour dégager de la pulsion. Par exemple, ma partenaire me casse les pieds. Oh, j'aimerais bien lui casser la figure. Mais évidemment, je ne peux pas faire ça, ça ne se fait pas. Alors, je prends une assiette et je casse l'assiette. D'accord? J'ai déplacé, j'ai utilisé un mécanisme de défense qu'on va appeler le déplacement d'objet. J'ai substitué, l'objet assiette à l'objet tête de ma partenaire. Donc, ce faisant, ce n'est pas terrible ce que j'ai fait, mais il n'empêche quand même, malgré tout, je l'ai protégé. Oui, tout à fait. Donc, on appelle cette chose-là un mécanisme de défense, c'est celui que je viens de l'exposer, donc c'est la substitution d'objet. Il y a un déplacement de la charge, au lieu d'aller vers la personne, elle va sur l'assiette.
C'est ça un mécanisme de défense. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé sur ce sujet-là, précisément sur les pervers narcissiques? Qu'est-ce qui a été votre motivation? Plein de réponses à cette question. Hein. C'est l'écriture d'un livre, elle n'arrive pas comme ça subitement. Je sais qu'à l'époque, j'étais en train d'écrire à l'époque, je travaillais dans un institut de psychanalyse et je donnais des cours. Et j'étais en train d'élaborer un cours que j'avais intitulé Les mécanismes de défense pervers narcissiques. À ce moment-là, une éditrice m'appelle et elle me dit: accepteriez-vous d'écrire pour nous? Ben, je lui dis: je peux vous écrire Les mécanismes de défense pervers narcissiques. Alors la scène se passe il y a 13 ans en arrière, 2018-2019, même un petit peu plus. Et la dame me dit: pervers narcissique, c'est drôle, je n'avais jamais entendu ce terme. Alors je lui ai expliqué ce qu'on était en train de débattre. Elle a accepté de faire le livre, elle n'y croyait pas trop, mais elle a besoin d'un livre de plus pour sa collection. Elle l'a édité et tout de suite, ça a été un très, très gros succès. Très gros succès. J'étais interviewé par des grands journaux, je passais à la télé, etc., sur ce thème qui arrivait dans le grand public à ce moment-là, qui avait déjà un peu été traité par, quand même malgré tout, il faut que je sois honnête, avant moi, il y a eu Marie-France Irigoyen qui avait écrit un livre, Le harcèlement moral, qui était un très bon livre et qui déjà parlait de ça. Le mot pervers narcissique n'était pas prononcé, mais en fait, elle disait à peu près la même chose que moi. Mais justement, quand vous dites qu'à cette époque, on commençait à découvrir le terme les pervers narcissiques, il y avait peut-être un autre terme qu'on utilisait à cette époque pour les décrire. Les casse-pieds. Ah, les casse-pieds. Non, je ne sais pas. Non. Marie-France Irigoyen, sur le sous-titre, je crois que c'était le harcèlement moral. Il y avait le mot pervers dans le sous-titre, je suis désolé, je ne m'en souviens plus. Mais comment est-ce qu'on disait quelqu'un qui nous faisait du mal? Ouais, il y avait des gros mots, quoi. Un salaud, quand on s'en rendait compte. Mais dans la perversion narcissique, ce qui est étonnant, c'est que ça commence par de la séduction. Donc, a priori, on ne se dit pas l'autre est en train, va me faire du mal. Il y a une première partie qui est de la séduction. Puis après, il y a des mécanismes extrêmement précis que je décris. Hein. Ouais, pour que je parle de pervers narcissique, il faut vraiment correspondre exactement à la grille telle que je la propose, parce que sinon, on en sort. Il y a des gens très désagréables qui ne sont pas forcément des pervers narcissiques. Il y a des gens qui prennent plaisir à nous faire du mal à un moment donné, mais peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte. C'est subtil. Ouais. Bah, le gros morceau, pour moi, un des mécanismes de défense qui est central et nécessaire pour que je puisse parler de perversion narcissique, c'est le déni. C'est-à-dire, vous dites à quelqu'un, tu m'as fait du mal, et l'autre a répondu, mais tu l'avais cherché. Donc, on ne reconnaît pas la chose. Alors, on la reconnaît, la phrase, elle commence par oui. Donc oui, je reconnais qu'il s'est bien passé quelque chose. Plutôt que déni, on devrait parler de dénégation. Dans le déni, la chose est purement et simplement niée. Hein. Non, je t'ai rien fait. Et dans la dénégation, c'est oui, mais tu l'avais cherché. Donc, par cette phrase magique, je me dédouane de toute forme de culpabilité. Or, il existe des personnes qui emploient des mécanismes de défense pervers narcissiques, mais si jamais je leur dis tu me fais du mal, là, la personne va comme se réveiller. D'accord. Mais justement, quand vous avez fait vos recherches sur ce sujet, est-ce qu'au fil des années, même maintenant, vous êtes rendu compte qu'en rencontrant des personnes ou peut-être des enfants, un mécanisme en disant tiens, peut-être celui-ci va devenir pervers narcissique ou pas du tout, c'est comme. Est-ce qu'il y a des signes? Non. Alors, les mécanismes de défense, pour moi, sont des mécanismes de défense mis en place pour réchapper à la folie. Donc, est-ce qu'il existe des signes qui vont nous laisser penser que la personne pourrait décompenser, c'est-à-dire basculer dans qu'est-ce que c'est que la folie déjà, hein, perdre de pied de notre réalité, on va le dire tout simplement comme ça. Est-ce qu'il y a des signes qui disent qu'un enfant pourrait potentiellement devenir fou? Oui. Mais on peut se tromper aussi. D'accord. On peut se tromper. Donc, après, la deuxième réponse que j'amènerais, c'est Freud disait des enfants, ce sont des pervers polymorphes. C'est-à-dire qu'un petit enfant, s'il a envie de vous mordre ou de vous cracher dessus, il va le faire. Il est en colère. Et nous, et par l'éducation, nous allons lui apprendre, non, ça ne se fait pas, non, ça ne se fait pas, tu ne le peux pas. Et va naître à l'intérieur de lui une instance interdictrice, c'est-à-dire que si je fais une bêtise, je me sens coupable. C'est quoi la culpabilité sinon une punition intérieure? Et
pour échapper à cette culpabilité, je vais éviter de mettre en place des mécanismes de défense pervers narcissiques. Pardon. Oui, oui, par exemple. Mais L'enfant est-ce est que, un polymorphe qui est destiné à en sortir et à grandir. est-ce que justement les pervers narcissiques, on peut le rentrer sur la case, pas ce mot, la case, avec le Scolaire. harcèlement? Ça se rapproche? Ouais, c'est-à-dire les enfants entre eux. Ouais, parce que c'est une sorte de Le harcèlement scolaire, c'est quel âge? c'est jeune, hein, c'est assez jeune. Je sais pas, je sais pas. Parce Euh, que peut-être ça sera, on a l'impression que c'est proche tous les deux. Le pervers narcissique, parce qu'il veut dominer oui, et oui, faire oui, du oui, mal, et le oui, harcèlement scolaire, c'est un oui. peu la même chose, c'est-à-dire qu'il Le veut harcèlement dominer. scolaire, c'est quelque chose de pervers, d'accord? Moi, je sais pas, je me rappelle quand j'étais gosse à l'école, il y avait un qui était comment on l'appelait? Je sais plus, un tête à claque, ou enfin celui-là à qui on s'en prenait tout le temps, c'était le plus faible, etc. Je veux dire, on était des salauds. Nous étions des salauds. Aujourd'hui, si je voyais ça, si je voyais un gosse se comporter comme peut-être je me suis comporté quand j'étais enfant, je dirais stop, tu arrêtes tout de suite. D'accord? Donc, ça m'a pas rendu totalement pervers, mais pourtant, j'étais dur quand j'étais gosse. Hein. Donc, à un moment donné, non, on introjecte une règle et non, nous n'avons pas. Mais à la fin, je veux dire, les personnes racistes qui coupent la société en deux et qui disent tous ceux qui ne me ressemblent pas sont mauvais, ceux qui ont une couleur de peau différente de la mienne, je risque rien en même temps hein, quand j'ai dit ça. Et tous ceux qui ont la même couleur de peau que moi sont potentiellement des gens bien. Ouais, C'est un mécanisme typiquement pervers narcissique, c'est clair. le racisme. Et donc, justement, quelle est leur méthode de fonctionnement à part la séduction? Donc, à mon avis, les mécanismes de défense pervers narcissiques sont des mécanismes de défense schizophrènes qui, au lieu de se jouer à l'intérieur du sujet, vont se jouer à l'intérieur d'une relation. D'accord? Donc, on peut les lister, hein, si vous voulez, ces mécanismes de défense. Donc, il va falloir que je rencontre quelqu'un que je vais séduire et être fusionnel avec la personne. Toi et moi, à nous deux, nous ne faisons qu'un. Et à l'intérieur de cet être, le couple, je vais dire, je suis la bonne personne, tu es la mauvaise personne. Et on appelle ça un clivage de l'objet. Si vous voulez, la personne peut imaginer, par exemple, je suis attiré par les femmes, mais je déteste les femmes parce que je leur en veux, parce que j'en veux à ma mère, parce que j'en veux à ma sœur, parce que j'en veux aux femmes. D'accord? Mais j'ai envie d'être avec une femme. Donc, il va y avoir un temps de séduction. Et puis, à ce moment-là, va arriver ma détestation. C'est étonnant, hein, ça peut sembler paradoxal. C'est-à-dire que j'ai à l'intérieur de moi deux parties, une qui aime, l'autre qui déteste. Si ces deux parties étaient trop fortement marquées, je pourrais même avoir une angoisse de dissociation, c'est-à-dire de me retrouver deux personnes. Un petit peu comme dans le roman Le bon Dr Jekyll et l'étrange Mr Hyde. Hein, il y a les deux qui coexistent. Donc, pour éviter cette angoisse de dissociation, cette angoisse, cette peur de me couper en deux, je crée un couple fusionnel, donc un être, toi et moi ne faisons qu'un, et à l'intérieur de ce couple fusionnel, je dis, je suis le bon Dr Jekyll, tu es le mauvais Mr Hyde. D'accord? Donc, on a clivage de l'objet qui répond à un potentiel clivage du moi. Ouais. Et à ce moment-là, des projections. Et des projections, c'est que je vais attribuer à l'autre ce que je ne voudrais surtout pas voir en moi. Dans mon cas, je vais dire, oui, toi, tu as un problème, tu n'aimes pas les femmes, par exemple, si c'est ce qui m'habite. Ou j'ai pas confiance en toi, je pense que tu pourrais être volage, tu pourrais me tromper. Il y a certaines grandes jalousies qui sont proches de la paranoïa, qui viennent de la part de gens qui ont quelque part un Mr Hyde qui a envie d'être volage et un Dr Jekyll qui dit non, c'est très important d'être fidèle. Et là, on entend bien le clivage intérieur, et le clivage intérieur va se jouer dans le couple. Je suis fidèle, tu es potentiellement infidèle. Et vous avez des personnes qui viennent me voir en me disant, je ne comprends pas, pourquoi l'autre m'a toujours dit, à mon avis, tu vas me tromper, alors que rien ne le laissait pas penser. Mais justement, ces personnes-là, ils ont des problèmes médicaux, à mon avis, je pense. Hein. À quelle limite on peut les… C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'ils n'ont pas de problème si ça fonctionne bien. À la limite, le médicament, c'est vous, c'est celui qui va être la victime. Alors ça ne se joue pas n'importe où, ça aussi, il faudra qu'on revienne là-dessus. Hein.
c'est la victime qui est le médicament de la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers. C'est-à-dire, quand j'ai créé un couple fusionnel, expliquer que mon conjoint est mauvais et que moi, je suis bon, je ne suis pas malade, je vais très bien. Et par contre, mon conjoint, lui, il ne va pas bien du tout. Il ne comprend pas ce qui se passe. Je n'ai pourtant rien fait pour laisser croire à l'autre que je pourrais le tromper, que je pourrais lui mentir, que... Hein, identification projective, c'est-à-dire l'attribution à un autre de quelque chose que j'ai peur de rencontrer à l'intérieur de moi. Ouais, c'est très subtil. Hein. Voilà. Donc, ils ne sont pas malades. C'est la victime qui est malade. Et le sujet, c'est bien, vous avez envie qu'on parle de pervers narcissique avec plaisir. Moi, le sujet qui m'intéresse plus que le pervers narcissique, c'est la victime. Comment elle fonctionne, pourquoi elle fonctionne comme ça et comment est-ce qu'elle pourrait s'en sortir. Ouais. Mais est-ce que justement ces victimes, elles ont une part elles ont une part aussi de responsabilité quand même quelque part. Oui. Et est-ce qu'on peut les juger justement cette part de responsabilité? Est-ce qu'on peut les juger, vous avez dit? Ouais, les juger en termes, c'est-à-dire est-ce que parce que il y a peut-être des personnes qui sont attirées par ces personnes-là, d'autres qui, je sais que ça va être un peu pervers ce que je veux dire, mais il y en a qui adorent être dominés. Grand bien leur face. Et donc, est-ce qu'il y a des signes qui... Ces personnes-là, aujourd'hui, elles n'écoutent pas cette vidéo. Ces personnes-là, elles ne consultent pas, elles n'ont pas de problème. Fais-moi mal, Johnny, j'aime ça. Très bien. Il y a aussi beaucoup de personnes qui subissent. Alors, c'est intéressant la notion de victime. Est-ce que ça existe une victime? C'est une bonne question, ça. Alors, j'ai envie de répondre oui, l'enfant. Parce qu'on ne l'a pas encore dit, je crois qu'il faut le dire maintenant. Pour moi, les mécanismes de défense pervers narcissiques ne peuvent se jouer que dans 3 cas. Il faut qu'il y ait une relation difficile à rompre, tel que je le vois, mais on y reviendra sur ça. Donc, une relation difficile à rompre avec un lien de subordination, donc un chef de service, un employeur vers un de ses salariés, le lien filial, un parent vers son enfant, ou le lien amoureux à l'intérieur du couple. Hein, c'est-à-dire que si je rentre dans un bar et que je tombe si le patron du bar est pervers, il va me faire une réflexion, je lui dis excusez-moi, je m'en vais, et je ne reviendrai jamais. Or, malgré tout, quand on parle de perversion narcissique, on parle de relation perverse. D'accord. Et effectivement, j'aime bien, je sais que je ne suis pas toujours aimé quand je dis ça, mais j'aime bien l'idée de la responsabilité de la victime. D'ailleurs, quand quelqu'un me dit je ne suis pas responsable, je dis d'accord, vous ne l'êtes pas. Mais avec moi, vous allez le devenir et je vous souhaite de le devenir. Donc, je disais, existe-t-il une victime, une vraie victime? Oui, l'enfant. L'enfant est victime, le cas échéant, de ses parents et il ne peut pas s'en aller. Et rarement, un enfant de 3 ans dit je prends mes valises et je m'en vais. Donc, lui, il est vraiment victime. Bien. Il va grandir, s'habituer à des relations conflictuelles et inconsciemment, involontairement, lorsqu'il sera un jeune adulte, il va rechercher ce type d'ambiance parce qu'il est comme un poisson dans l'eau, il sait gérer, il sait comment il faut faire. À ce moment-là, donc il a été victime de ses parents, on pourrait dire que maintenant, il est victime de son inconscient. Tout le travail que nous faisons, les livres, les vidéos, tout ça, mais c'est juste pour que les personnes prennent conscience. Moi, j'ai des retours magnifiques. Hein. On me dit merci, j'ai compris, c'est tout. Après, débrouillez-vous. Mais une fois que vous avez compris, vous ne serez plus jamais victime. Parce que dès que quelqu'un va se comporter avec des mécanismes de défense pervers, vous le repérez, vous dites non, ça ne m'intéresse pas. Je m'en vais. Bien évidemment que la victime, elle a sa responsabilité. Et si elle n'est pas responsable, qu'elle le devienne. C'est tout ce que je vous souhaite. Ouais, oui. Mais justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que pour qu'elles apprennent des mécanismes de défense entre elles, c'est-à-dire que la prochaine fois, quand elle verra quelqu'un, qu'elle observe les signes de début d'un pervers narcissique, parce que c'est très important aussi de ne pas rentrer dans ce engrenage. Je serais mal placé de dire que ce n'est pas utile d'étudier les mécanismes de défense pervers, puisque j'écris des livres, j'ai bien envie que vous les achetiez. Mais à un moment donné, il faut lâcher ça aussi. Il faut lâcher ça. Parce que si à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous dites est-ce que j'ai affaire à un pervers, mais elle est où la spontanéité? Donc moi, je crois que le travail plus intéressant, parce que posez des questions si vous connaissez les victimes autour de vous, et dites-leur qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez rencontré cet autre. Et les gens vous répondent je savais. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je me suis dit, tu ne peux pas être dans le jugement. Je me suis dit, pour une fois que tu as la chance d'avoir une relation, j'en sais rien. Vous savez? C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure du déni du pervers narcissique.
On pourrait parler maintenant du déni de la victime. C'est-à-dire qu'elle va dire, ouais, d'accord, moi j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je suis resté. Donc, ce que je souhaite, plutôt que d'étudier les mécanismes de défense pervers, reconnectez-vous à vous-même. Votre organisme, naturellement, il sait. C'est ça. Prenez les grands singes dans la jungle, ils savent qu'ils peuvent manger ce fruit et qu'ils ne doivent pas toucher à celui-là parce qu'il est empoisonné. Ils savent que s'ils sont malades, ils doivent se déplacer et aller à un endroit où ils n'étaient jamais allés, trouver un fruit qu'ils n'avaient jamais trouvé, c'est réel. Hein, et ce fruit-là va les soigner. Ils le savent. Et nous sommes des grands singes. Mais surtout, c'est d'écouter ses ressentis. Exactement. Oui, 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 je suis d'accord. Ouais. Très important. Et est-ce qu'il y a oui, non, pas des classes où ils sont plus susceptibles, je vais prendre, on a abordé tout à l'heure, vous avez parlé d'un directeur. Est-ce Oui. que c'est ce genre des directeurs, Ouais. ils sont plus aptes à être dans ce contexte de pervers, Oui, ou c'est toutes les classes de la société? ça touche toutes les classes de la société. J'imagine que les gens qui descendaient dans la mine à 6 heures du matin ou à 8 heures du matin, qui en ressortaient le soir, n'avaient pas le temps d'être pervers. Ils rentraient chez eux, ils étaient crevés. Les gens qui travaillent dans les champs, il y a beaucoup moins de perversion. Ça existe, mais bon, c'est moins courant. C'est plus quelque chose, oui, qui va toucher des sédentaires, des gens qui vivent dans des bureaux, je suis d'accord, oui. Mais malgré tout, ça ne répond pas à un problème de classe, ça répond à un problème de structure psychique. Donc, on trouvera des pervers narcissiques chez les paysans, chez les bourgeois, mais chez les paysans, s'il leur reste suffisamment d'énergie. Et justement, avec toutes les émissions que vous faites, est-ce que vous estimez que c'est en déclin, ou au contraire, c'est en nette augmentation? Je ne peux pas répondre à cette question, je n'en sais rien. Je ne sais pas, je mentirais. On en parle de plus en plus, et on en parle de plus en plus depuis la sortie de mon livre. Mais avant, on n'en parlait pas. Ouais, c'était quelque chose de tabou. Non, il y a 40 ans, dans les années 30, 40, on a quand même mis des gens dans des fourgons blindés, on les a emmenés dans des camps, on les a gazés, on a brûlé leur corps. Je veux dire, c'était pas de la perversion narcissique, ça, mais bon, c'était pas chouette non plus, quoi. Donc, je veux dire, la folie, la connerie. Et pas que ça, je veux dire, bon, si on remonte à Alexandre le Grand, si on remonte à Rome et cet empereur qui brûle Rome, c'est l'homme, hein, avec un grand H, la femme aussi. La femme et l'homme. C'est l'humain. L'humain est. J'en suis presque à me dire, la folie est le propre de l'homme. Ouais. Ça existe dans la nature aussi. Hein. Il y a des animaux qui naissent alors disjonctés, qui deviennent très très agressifs, très violents. Généralement, ils sont tués par leurs congénères. Ou alors, ils sont très costauds et ils deviennent des tigres solitaires, assassins. Ça existe. C'est rarissime. C'est un problème neurologique. Ouais. Mais justement, est-ce que les victimes, en quelque sorte, elles ne sont pas, elles sont peut-être dépendantes Oui. de la personne? C'est une sorte de drogue, on peut dire. Oui. Ah, ben c'est intéressant, là, vous m'emmenez sur un sujet qui me passionne. D'accord. Donc, attention à la dépendance. Il y a des dépendances. On se comprend bien. La victime, elle ne comprend pas ce qui se passe. Hein. Mais vous avez aussi des personnes qui subissent, qui comprennent très bien ce qui se passe, qui ne sont pas dans le déni. Mais imaginez, vous avez un crédit à payer sur votre maison et c'est votre chef de service qui vous pourrit la vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous lui dites j'en ai marre, si vous lui dites je vais partir, parce que souvent le conseil, quand on me demande conseil, je dis partez. Ah oui, mais si je pars, je ne peux plus payer mon crédit. Ou alors c'est votre conjoint et vous avez passé une sorte d'accord, lui il va travailler et gagner sa vie, moi je m'occupe des enfants. À ce moment-là, il va y avoir une dépendance économique. La Ah oui. dépendance économique, il existe des violences économiques. Hein. Donc il existe des dépendances qui sont bien réelles. Quand nous parlons de dépendance, moi je préfère parler de dépendance inconsciente, c'est plus la même chose. C'est je ne me rends pas compte, mais je viens rejouer avec cet autre des choses que j'ai jouées déjà dans mon enfance. C'est une compulsion de répétition, nous disait Freud. Ça, c'est intéressant parce que c'est plus là où je travaille. Si c'est votre chef de service qui vous casse les pieds, je peux vous donner 2-3 conseils. Écoutez les vidéos, c'est très bien. Lisez mes livres, je vous en prie. Vous serez mieux conseillé par un syndicaliste ou par un avocat que par moi.
Oui, mais bien comprendre ce qui se joue et se dire mon chef de service est pervers, ça apaise. Hein, quand je subis quelque chose et je ne sais pas quoi, au moment où j'en prends conscience, il y a une tension intérieure qui s'apaise. Même si on continue de m'embêter, ouais, d'accord, je sais à qui j'ai affaire, donc là, je vais vous expliquer, c'est une personnalité infantile, observez-le comme si vous aviez affaire à un petit enfant, mais attention, il n'en est pas moins votre chef de service, donc il peut vous faire du mal réellement, donc il faut... c'est nous qui devenons des manipulateurs dans ce cas-là, hein. En fait, on va tricher. On va tricher. Mais ce qui est important pour moi, en tout cas mon job, parce que je ne suis pas partout, mon job, c'est aider les personnes à prendre conscience de ce qui se passe. Puis après, c'est leur problème. Ouais, bah justement, c'est comment faire de sortir de ces relations toxiques. Oui, prise de conscience, c'est la première chose. Bien comprendre ce qui se passe. Et si on le peut, si c'est un conjoint, si c'est une petite amie, un petit ami, on se barre, on s'en va. On casse la relation. On ne permet pas qu'elle continue. Parce que dès que j'ai compris ce qui se passe, je deviens responsable. Après, comment est-ce que je fais pour partir? Encore une fois, si je suis dépendant financièrement. Après, moi, ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que j'ai rebondi tout à l'heure, j'aime beaucoup l'idée de la dépendance. Je ne suis pas addictologue, je travaille avec des addictologues. Pour moi, nous sommes dépendants à une substance ou à une personne à la hauteur de ce qu'elle ne nous donne pas. Ah. On va prendre un exemple. Bon, je ne connais pas très bien la cocaïne, mais on va parler de cocaïne parce qu'on en a parlé récemment. Je prends de la cocaïne, là, waouh, je me sens être un être tout puissant. Donc, on va dire qu'elle me fait croire quelque chose qui est faux. Et puis, l'effet commence à s'estomper. Ah, j'aimerais bien devenir tout puissant. Et en plus, je crois qu'en descente, on est malheureux. Alors, on va reprendre, puis reprendre, et reprendre encore. Et là, on devient dépendant. C'est une dépendance psychologique, hein, plus que physiologique. Imaginez maintenant une drogue qui vous prendrait, elle vous emmènerait au paradis et vous dirait, regarde, ça c'est le paradis. Et puis après, vous redescendez sur Terre. Vous direz, waouh, maintenant je sais. Elle m'a donné quelque chose. Mais ce n'est pas ma place. Moi, je ne suis pas fait pour vivre au paradis, je suis fait pour vivre dans ce monde de matière, matériel, qui est assez difficile, et qui est aussi assez plaisant aussi. Hein. On rencontre des gens chouettes, on a des beaux paysages. Enfin, si, la vie, c'est une belle chose quand même. D'accord? Ce n'est pas ma place, le paradis. Pas tout de suite. Ou alors, il faut que je le trouve ici. Que je fasse de ma vie un paradis, d'accord? Eh bien, cette drogue-là, je n'ai pas besoin de la reprendre. Pourquoi est-ce que j'irai en reprendre? C'est presque du voyeurisme. Qu'est-ce que je vais aller faire au paradis? C'est pas ma place, là. Je comprends pas qui me laissait rentrer. Mais on peut dire que c'est une forme même, une forme d'adrénaline. De quoi? D'aller au paradis? Non, de ce que vous avez à la place de la drogue, l'adrénaline, on peut le remplacer. C'est-à-dire que alors, vous avez là, les victimes. on va aborder un sujet que je ne comprends pas. Mais pourquoi pas? Je ne me pose pas qu'en sachant, moi je me pose en réfléchissant. Oui. C'est pas pareil. Quand je rencontre des gens, ils me posent des questions, je dis ah ouais, mais je leur pose des questions. Alors, on bosse ensemble. Et j'ai perdu le fil. Mais de toute façon, ça peut se rassembler parce que forcément, dans un couple, celle qui est victime ou celui qui est au sommet, il a besoin de quelque chose de piment dans sa vie. Et cette adrénaline qui s'enclenche et qui fait comme une sorte de drogue, qui se sent bien. D'adrénaline dans une belle relation, quand on est avec quelqu'un qu'on aime, qui nous aime, on amène de l'énergie, l'autre amène de l'énergie, et ensemble, on peut faire plein de trucs, y compris n'importe quoi. Oui. Mais non, la question, elle était, voilà, excusez-moi, si ça m'a échappé, c'est peut-être justement parce que je ne sais pas y répondre. Des personnes m'ont dit, avec lui ou avec elle, je me sentais vivant, en vie. C'est intéressant, hein? Ah oui. Or, pour moi, la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques est tournée vers la mort. Enfin non, tournée vers la non-vie. Parce que se tourner vers la vie, c'est aller vers la mort, on le sait bien, c'est la promesse. Hein. À la fin de cette vie, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, plus je suis en vie, plus vite j'arrive vers la mort. Mais eux, ils se tournent vers la non-vie. Donc, comment quelqu'un qui est avec eux dit, avec lui, avec elle, je me sentais en vie, je me sentais vivant. Alors moi, j'ai une théorie, hein. Je pense que ces personnes sont relativement vides. Souvent, dans une relation avec quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, vous amenez beaucoup d'énergie et lui n'en amène pas.
Lui, elle, hein, lui, le pervers narcissique. Alors vous vous fatiguez, mais en même temps, vous êtes en vie parce qu'il faut toujours combler ce vide. On va combler le vide de l'autre. C'est peut-être ça que ça veut dire. Avec lui, j'étais en vie parce qu'au moins, il me demande quelque chose. Peut-être que si j'avais rencontré quelqu'un d'autre, je n'aurais pas eu besoin d'amener tant d'énergie. Je ne sais pas ce que ça veut dire avec l'autre, je me sentais en vie. Mais moi, je crois que non. Non, non. Je crois qu'en fait, vous ne tombez pas amoureux de cet autre, vous tombez amoureux de ce que vous amenez dans la relation. Ouais. Hein? Mais justement, est-ce que vous avez pu est-ce que vous avez pu rencontrer des vrais pervers narcissiques, de justement de leur de voir comment ils fonctionnent? Oui, bah oui, j'en ai écrit un livre. Oui. Et justement, comment, parce que vous dites que bah, eux, ils se disent bah non, c'est pas de ma faute, c'est toi, c'est. Mais est-ce qu'il y a ce mécanisme-là qui se sentent supérieurs, donc ils se sentent, en quelque part, ils se sentent Alors, Dieu. Oui, je vais vous prouver que je suis supérieur, que je suis un être extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'en doute. Je vais me vanter là où je suis faible. Si je suis très fort en mathématiques, je n'ai pas besoin de le démontrer. Mais si à l'inverse, je suis mauvais, puis que d'un coup j'arrive à faire une bonne opération, peut-être que je vais avoir envie de le dire. D'accord? Donc, on va tenter de convaincre l'autre à la hauteur de ce qu'on doute de nous-mêmes. Ce qui n'est pas forcément pervers. Hein. Oui. On fait tout ça. Hein. Je veux dire, quand on était gosse, on aimait bien. Tiens, j'ai compris une devinette, je vais aller la poser à un copain en espérant qu'il n'y arrivera pas. Mais c'est pas pervers du tout. Mais on essaie de démontrer à l'autre qu'on est supérieur à la hauteur de ce qu'on se sent inférieur. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que en quelque sorte, ces personnes-là, elles sont quelque part très fortes aussi parce que de pouvoir déceler tout de suite une personne qui sont faibles et qui peuvent justement c'est ce qu'eux ils pensent, hein, les dominer. Objection. Mais elles ne vont pas déceler qu'une personne est faible, elles vont déceler qu'une personne est forte. Parce que le pervers, même s'il dit le contraire, admire sa victime. Oui, il le dénie, oui, il aura toujours raison. Elle va te casser. Oui, mais bon, toi, tu sais bien, tu dis des bêtises, donc c'est normal que je te parle mal parce que j'ai peur. Elle va le casser. Mais à l'origine, elle l'admire, sinon elle ne l'intéresse pas. C'est-à-dire que la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers, narcissique, se nourrit de l'image de l'autre et ne doit rien lui renvoyer. Ou alors si, pour revenir en séduction, quand elle a l'impression qu'elle pourrait le perdre. Mais très rapidement, elle va lui dire « Ah, mais alors, tu as fait tel choix. Ah ben voilà, tu es vraiment une mauvaise personne. Alors, c'est normal que je te parle mal. » Et quand deux personnes du même type, quand ils se rencontrent, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Parce que le couple, on ne sait pas, mais peut-être dans un couple, ils sont peut-être l'un ou l'autre. Oui, alors différentes possibilités. Un des deux peut devenir le pervers, l'autre la victime. Mais aussi, ils peuvent s'allier. Il peut y avoir une alliance. Parce que tout à l'heure, j'ai dit quelque chose, j'ai besoin d'y revenir. J'ai dit ça se fait que dans le couple, avec son parent ou avec son chef de service ou son patron, hein, il faut qu'il y ait un lien de filiation, un lien de subordination ou un lien amoureux. Ça, c'est vrai pour la relation perverse narcissique, mais au niveau national, se pourrait-il qu'il existe des politiciens pervers qui tentent d'imposer au peuple des choses qu'ils ne veulent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui est en train. J'ai rien dit. C'est celui qui dit que... Et de la même façon, Paul-Claude Racamier, le premier qui a inventé ce terme de perversion narcissique, lui, il observait des services dans des hôpitaux et il s'apercevait que plusieurs personnes jouaient une instance psychique, si vous voulez. Il y en avait celui qui représentait la règle, celui qui était là. Et en fait, il ne parlait pas de pervers narcissique, lui. Hein. Il parlait de perversion narcissique à l'intérieur des services. C'était comme une mécanique qui se mettait en place. Ça aussi, c'est un sujet super intéressant. Ben oui, parce que le mal, je me suis souvent posé la question, est-ce que le mal existe? Le mal, c'est une mécanique qui se met en place, où certains vont jouer juste un rouage. Ben, on le sait bien, encore une fois, avec la dernière guerre, 39-45, ceux qui disaient, mais moi, je faisais juste que mettre les gens dans le train, moi, je leur voulais absolument aucun mal. C'est des rouages.
Et en fait, le mal, c'est une machine. Et personne n'est vraiment à la tête. Même Adolf Hitler n'était pas tant à la tête qu'on le croit. Oui, bien sûr, il était fou, on ne va pas l'exonérer, c'est pas mon but. Mais à un moment donné, la machine s'est mise toute seule en place. Ouais. Et ce sont des logiques. Dans une entreprise, par exemple, une entreprise va dire c'est normal d'enfuir des déchets toxiques parce que ça va nous rapporter de l'argent. Il n'y a pas de mal là-dedans, dans leur esprit. C'est juste logique. Au CAC 40, on veut enfuir des... Enfin bref, mais c'est abominable. C'est normal de licencier de 3000 personnes alors qu'on n'en est pas obligé. Mais on va gagner plus d'argent. Ces gens ne sont pas méchants. Si vous alliez dîner chez un patron du CAC 40, peut-être que vous passeriez une très bonne soirée. Mais à un moment donné, il est pris dans une logique. C'est ça que j'appelle la folie. Il est pris dans une logique qu'il dépasse. Moi, je me souviens quand il était gamin, avec un de mes fils, on avait regardé un film. C'était l'histoire d'un robot qui venait du futur. Il arrivait dans le passé pour tuer la mère du héros qui allait tuer les robots dans le futur. Et mon gamin, c'est compliqué, hein. Ouais. Non, pas tellement, en fait. C'est moi qui complique. Et mon gamin, il me dit, mais c'est pas possible, papa, les robots, ils sont mis au service de l'homme, ils sont programmés par les hommes. Jamais ils vont se retourner contre les hommes. Je lui dis, mais bien sûr que si. Les sociétés anonymes, qui sont des êtres à part entière, se retournent contre l'homme. Les sociétés pharmaceutiques qui vendent des médicaments qui ne marchent pas, c'est quoi qui est important pour eux? Soigner les gens ou gagner du fric? Ben voilà. Mais on a vite fait. Encore une fois, si vous alliez dîner avec le directeur de, on ne veut pas les citer, hein, d'une société pharmaceutique, peut-être que vous allez passer une très bonne soirée. Peut-être que c'est quelqu'un de charmant. Peut-être que s'il prenait conscience, à un moment donné, il dirait oui, effectivement, c'est pas terrible, mais bon, c'est le marché qui veut. C'est le marché, tout à fait. Et la demande aussi. Un petit peu, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite anecdote que vous avez eue d'une personne, une histoire Ça, c'est du voyeurisme. Non, pas du voyeurisme. Quelqu'un qui a subi quelqu'un de pervers? Ouais, quelque chose de... Ouais. La chose qui vous a le plus choqué ou qui vous a plus, pas choqué, mais plus marqué? Mes exemples fétiches que j'utilisais quand je donnais des cours, hein, une dame un jour me dit, je monte dans la voiture de mon mari, il prend le volant, il fait une marche arrière et il emboutit ma voiture. À ce moment-là, il se retourne vers moi, il me dit, mais tu te gares jamais à cet endroit. Donc, elle devenait responsable, si vous voulez, de ça. Moi, j'utilise beaucoup cet exemple parce qu'il nous montre bien les énergies qui... C'est-à-dire que le monsieur sent à l'intérieur de lui une sorte de honte, de culpabilité. C'est insupportable, donc il la transfère dans son épouse. Tu ne te gares jamais là. Et à partir de là, il ne souffre pas. À partir de là, il est lavé. Est-ce que c'était un pervers narcissique? Pas forcément non plus. Hein. Peut-être qu'il employait des mécanismes sans l'être foncièrement. Mais ça montre bien une mécanique perverse quand même. Ou cette petite jeune fille qui fait venir son copain de très très loin et à un moment donné, il fait 1000 km pour venir la voir et il dit « Ah, mais je vais en profiter, peut-être j'irai visiter une forêt ». Et il arrive tout fatigué et elle lui dit « Ah, tu as pensé à aller visiter une forêt, c'est donc que tu ne m'aimes pas ». Elle n'a rien fait, hein. Elle était assise dans son fauteuil à attendre que le... Ça s'appelle l'annulation. C'est-à-dire par une phrase « Ah, tu as voulu visiter une forêt, donc tu es une mauvaise personne ». Elle annule tous les efforts qu'il a pu faire. L'annulation. C'est un des mécanismes de défense pervers narcissique. Mais bon, c'était une jeune femme hystérique. C'est-à-dire, elle était dans la prise de pouvoir. Elle n'arrêtait pas de lui faire des reproches, c'était pour un petit peu avoir le grappin sur lui. Est-ce qu'on peut parler d'une personne perverse narcissique? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Mais c'est toxique. Ouais. C'est insupportable. Yes. Et bien justement, quels sont les... On a parlé de ces personnes-là, mais en termes de sexualité? Ah, c'est marrant, ma dernière vidéo parlait de ça, et je l'ai faite avec Brigitte Lahaye, justement. C'est-à-dire que je prends des extraits de témoignages qui nous sont donnés, puis ensuite je les commente. Alors, quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, c'est un enfant. C'est un enfant de 2 ans psychiquement. Donc, si vous voulez connaître la sexualité de quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers, vous devez regarder un enfant de 2 ans. La sexualité, elle n'existe pratiquement pas. Alors, dans un corps d'adulte, malgré tout, la personne peut jouer à la sexualité. Mais ça va donner des personnes qui, généralement, on parle du genre en ce moment, c'est très à la mode, n'est pas très bien défini. Je suis fille, je suis garçon.
Vous savez, à la naissance, l'enfant, il ne sait pas s'il est une fille ou un garçon, ça n'a pas de sens, il ne se pose même pas la question. C'est donc quelque chose qui va être découvert tardivement, justement, entre 2 et 3 ans, je pense. Alors, on l'entend, hein, vous dites à un enfant d'1 an, est-ce que tu es une fille ou un garçon? Il va dire, moi, je suis un garçon parce qu'on lui a dit. C'est quoi un garçon? Ben, plus maintenant, mais à l'époque, on habille les garçons en bleu puis les filles en rose. C'est comme ça qu'on reconnaît un garçon d'une fille. C'est à ses vêtements ou à ses cheveux longs. C'est que quand visuellement l'enfant voit un autre enfant nu d'un autre sexe, enfin un autre enfant ou un adulte d'ailleurs, qui comprend, waouh, ça j'ai ou ça j'ai pas. Hein, donc il perd. Parce que potentiellement, avant de comprendre, ils sont filles-garçons, quoi. Plutôt garçons parce qu'on leur a dit, ou plutôt filles parce qu'on leur a dit. Mais tant qu'ils n'en ont pas eu la preuve, donc pour en revenir à notre pervers narcissique, non, mais très bon exemple, vous pouvez continuer. Ouais, qui a 2 ans d'âge mental, eh ben, il n'est pas très genré. Pas très genré. C'est pas clair dans sa tête. Voilà. D'accord. Et pareil. Après, la sexualité peut être utilisée pour assujettir l'autre. Là, on devrait plutôt parler de perversion sexuelle. Mais dans la perversion sexuelle, on met en place beaucoup de mécanismes de défense pervers narcissiques. Après, vous pouvez avoir des pervers narcissiques qui ont une sexualité bien normale. Hein. C'est pas D'accord. plus, Mais hein. en général, ils ont une sexualité, on va dire, normale ou ça peut aller dans la domination ou dans l'extrême? Oui, dans la domination. Mais il y a des gens aussi qui emploient la domination sans forcément employer des mécanismes pervers. Hein. C'est très à la mode en ce moment en plus. Des clubs où les gens se retrouvent et où ils s'échangent, toutes ces choses-là. Ouais. Il doit y avoir des pervers narcissiques, mais pas forcément. Pas forcément, en fait. Peut-être que les gens qui ont une sexualité débridée, justement, d'un certain point de vue, sont moins pervers. Parce qu'ils n'ont pas besoin. Parce que la perversion, elle est liée à une potentielle honte qu'il pourrait y avoir. On l'a vu, le monsieur dans sa voiture tout à l'heure, il dit c'est de ta faute parce que tu ne te gares pas là. C'est pour éviter d'être coupable, parce qu'il ne peut pas ressentir de culpabilité. Celui qui a une sexualité libérée, ben, il n'éprouve pas forcément de culpabilité à sa sexualité, donc il n'a pas besoin de s'en décharger, quoi. C'est clair ce que je dis, hein? Ouais, bah oui. Ok, ouais, c'est intéressant. Mais on Les peut quand personnes même. sexuelles vont utiliser la sexualité pour assujettir l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pervers? Pervers, c'est pervers taré, j'ai presque envie de dire prendre à l'envers. C'est-à-dire, vous prenez une pulsion, elle a une source, un but et un objet. Si j'ai faim, eh ben, la source, on va dire, c'est l'estomac, pour faire simple. Hein. Le but, c'est moi qui vais le décider, j'ai envie d'une cuisse de poulet, et l'objet va devenir la cuisse de poulet. Okay, donc, si je prends une cuisse de poulet et que je la mange, c'est juste normal. Mais si j'utilise ma pulsion de faim pour me faire souffrir, peut-être dans l'anorexie, la boulimie, on pourrait dire qu'il y a un rapport pervers à la nourriture. Bon. Donc, reprenons la sexualité, à chacun de déterminer quel est son but, quel est son objet, mais on pourrait dire partager un moment de plaisir avec un autre adulte consentant. D'accord ? Il y aura donc perversion, soit du but qui est j'utilise la sexualité non pas pour aller vers le plaisir, mais pour aller vers le fait de dominer l'autre, c'est une perversion, ou il y aura une perversion d'objet, c'est-à-dire que l'objet ne sera pas un adulte consentant. Donc soit c'est par exemple un enfant, soit c'est un adulte mais qui n'est pas consentant. D'accord. Okay. Et quel est leur mécanisme justement de défense? C'est quoi qu'ils vont utiliser quand ils vont se retrouver avec, s'il y a quelqu'un de dominant, la seule chose qu'ils vont faire, ils vont prendre leur clic et leur claque et ils vont partir. Pas sûr. Je suis pas sûr de ça. Quelle défense ils vont mettre en place? Parce que vous partez du principe que le pervers narcissique est un dominateur. Ouais, un dominateur. Il peut être un dominateur. Tout à l'heure, à l'intérieur de lui, il est clivé. Hein. Donc, il est dominé et dominant. D'accord. Il vous aime et il vous hait. Enfin, pas il vous aime, mais il aime les hommes ou les femmes et il hait les hommes ou les femmes. C'est compliqué dans sa tête alors. Hein. Ben ouais. En même temps, il vous séduit et en même temps, il vous rabaisse. C'est compliqué, hein, oui. C'est compliqué. Hein. Ouais, mais il faut qu'il aille voir un médecin chez un psychiatre. Encore une fois, ils vont très bien. C'est la victime qui va mal. Mais non, il faut qu'il aille. Pour rebondir sur ce point, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup. Pourquoi est-ce que les victimes restent? Parce que là, encore une fois, on parle des pervers, on ne parle pas des victimes. Mais si dans votre fantasme, vous voulez sauver cet autre, on ne peut pas le sauver. lui faire, pardon?
On ne peut pas les sauver, ils sont bien. Le beau cadeau que vous puissiez lui faire, c'est de partir. C'est de le Ouais, ben oui, mais la victime, partir, c'est très compliqué. Si vous le quittez à ce moment-là, il va se retrouver avec sa dépression, celle-là même qu'il projette en vous. Et il ne peut plus la projeter. Donc, il va devoir soit se trouver une nouvelle victime, soit il va tomber malade. Et là, peut-être qu'il ira se soigner. D'accord? Mais tant que vous restez, pourquoi est-ce que vous voudriez qu'il aille se soigner? Donc, c'est de la compassion que d'abandonner cet autre. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. Mais pour les victimes, il y a une forme de compassion, une forme de, on va dire quelque part, d'intérêt. Chacun trouve son compte. Mais Oui. à un moment donné, la victime se dit ouais, bah, il a pompé toute mon énergie, il a tout pompé ce que j'ai. À un moment donné, je dois partir. Et c'est là qu'elle se rend compte. Bah, c'est l'amour, comme on dit. Non, c'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. J'aime bien le terme de tout à l'heure. Il n'y a pas Ouais. d'amour. C'est pas du vrai, c'est pas le bel amour. Le bel amour, c'est encore une fois, vous rencontrez quelqu'un, vous amenez une énergie dans la relation, l'autre amène une énergie dans la relation, c'est beaucoup. Hein. Et clair. après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a la sexualité, on pense à ça tout de suite, mais il n'y a pas que ça, quoi. On peut créer, on peut partir en voyage, on peut inventer des choses, on peut se marrer. Oui, j'ai eu un bug sur l'écran. Oui, moi aussi, j'ai eu un bug. Voilà. Donc, c'est ça le bel amour. Et puis, à la fin, le bel amour, c'est accepter que l'autre s'en aille, c'est accepter qu'il soit libre, c'est tout ce qu'on ne trouve pas dans la relation avec un pervers narcissique, quoi. Mais justement, les victimes, on peut dire quelque part, en quelque sorte, elles ont un manque en elles. C'est pour ça qu'elles sont peut-être attirées par ce Oui. type de personnes. Mais c'est pas lui qui va remplir votre manque. Hein. oui, mais elles sont quand même attirées. La compulsion de répétition. C'est-à-dire, quand j'étais enfant, j'ai grandi dans un milieu pervers et adulte, inconsciemment, involontairement, je recherche un milieu pervers d'abord parce que je le connais, donc je vais savoir comment me comporter, et aussi parce que je me dis que cette fois-ci, je vais peut-être arriver à trouver la solution. Le problème, c'est que tout ça est inconscient. Et quand je me retrouve dans le même milieu que quand j'étais gosse, eh ben, je refonctionne comme quand j'étais gosse. Ouais. Donc, je retombe dans le piège, je retombe dans le panneau. Mais en général, les victimes, est-ce que du moment qu'elles ont décidé, donc elles ont ouvert les yeux et elles ont décidé de quitter cette personne, est-ce que automatiquement elles retournent dans cet engrenage, c'est-à-dire retrouver une personne de ce même type, parce que quelque part, on peut dire inconsciemment, elles ont le manque qui n'est plus là, il y a quelque chose qui s'est brisé et peut-être elle retombe à chaque fois dans le même engrenage ou pas du tout. C'est ça qu'on appelle la compulsion de répétition. La compulsion de répétition, elle s'arrête le jour où on comprend. On comprend que on va chercher ce qui est mauvais pour nous parce qu'on a besoin de comprendre quelque chose et une fois qu'on l'a compris, on n'a plus besoin de retourner dans ce genre de situation. Parce qu'effectivement, j'ai des personnes qui me disent, moi j'ai rencontré une personne qui était perverse, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Il y a quelque chose qui se répète, quelque chose qui veut être entendu. Moi j'aime le voyage du héros. Le héros, il part de chez lui et à un moment donné, il doit traverser une forêt très dangereuse. C'est un peu ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui rencontrent un pervers narcissique, qui se font avoir, et puis qui ensuite font marche arrière et retournent. Je crois qu'à un moment donné, il y a quelque chose à traverser là. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à réaliser. Il faut aller combattre dans sa forêt, il faut la traverser et passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté, c'est comprendre, ça commence par comprendre ce qui se joue, et puis par partir et arrêter ce genre de forêt. Mais parce qu'on l'a traversé, non pas parce qu'on a fait marche arrière. Mais c'est très compliqué quand même quand pour cette personne de justement de. Est-ce que justement vous les aidez ces victimes? Oui, oui, oui. Le travail que nous faisons ensemble consiste à comprendre ce qui se passe. Eh bien justement, comment ça se passe une séance chez vous quand vous rencontrez une personne qui est victime d'un pervers? Au bout c'est des séances de combien de temps? Oh, c'est variable en fonction du besoin de la personne, mais ce sont des séances de 45 minutes. Et quand quelqu'un arrive, la première chose qu'on fait, c'est de le laisser parler. Et la personne, elle nous dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, il s'est comporté comme ci, il s'est comporté comme ça. Et elle va parler d'un autre. Tout le temps, elle parle d'un autre.
Et à un moment donné, mais pas à la première séance, parce que la personne a besoin de déverser tout ce qu'elle a subi. Elle a besoin de se dire, elle a besoin de nous convaincre que c'est l'autre qui est un pervers et qu'elle est une bonne personne. Et un jour, oui, j'oserais dire, mais vous savez, vous me parlez toujours d'un autre, vous ne parlez jamais de vous. À quoi vous aspirez? Et vous voyez, l'idée, c'est que la personne, à un moment donné, elle se tourne vers la vie. Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de ne plus vivre? Pourquoi vous l'avez vécu? Et surtout, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Vers quoi voulez-vous vous tourner? Ben oui. Ben oui. Mais est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui sont... parce que déjà, on peut dire que quelque part, c'est une forme de victoire pour elles, parce que d'avoir déjà pris conscience et d'avoir pris rendez-vous, c'est Ouais. déjà un grand pas. Mais est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui sont retombées dans cet engrenage, qu'ils n'ont pas pu... Oui, vous avez des personnes qui rencontrent un pervers, puis ça recommence et ça recommence encore. C'est qu'il y a toujours quelque chose à comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. D'accord, il y a peut-être aussi quelque chose qu'elles n'ont pas dû comprendre ou Ouais, la démarche n'a pas été ça n'a pas été jusqu'au juste. bout. Ouais, on est d'accord. Parce que c'est vrai que quand vous regardez la victime, déjà qu'elle a pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on peut dire que la moitié du travail est déjà fait. Oui, c'est vrai. Ok. Et bien, avant de terminer, on va parler d'un autre sujet, toujours du même sujet, mais est-ce que les pervers narcissiques, ils ont des pulsions de mort ou pas du tout? Qu'est-ce que vous entendez par pulsion de mort? Vu que c'est une forme de, pas de domination, mais ils projettent sur l'autre personne qu'ils ont en face, c'est peut-être, on peut dire, leur souffrance ou le manque de confiance en soi. On peut dire quelque part, c'est une forme aussi, ces personnes-là peuvent transmettre quelque chose comme la mort. Est-ce qu'ils sont attirés par ce monde-là? Ils sont attirés par la mort? Ouais, J'ai du mal à comprendre la question. Personne n'est attiré par la mort. Ça n'existe pas. d'accord. Mais Euh, non, quand je dis Épicure pulsion de disait, mort, de tuer. de la mort, nous n'en saurons jamais rien. En tout cas, pas de notre vivant. Donc, même quelqu'un qui se suicide et qui a pensé son suicide, ce n'est pas la mort qu'il va chercher. C'est pas possible, on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne peut pas Ah désirer non, quelque chose qu'on ne connaît pas. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça s'arrête. Ce qu'il veut, c'est que ça s'arrête. C'est-à-dire, la personne est en souffrance, elle veut que sa souffrance s'arrête. C'est-à-dire que, à la limite, on pourrait dire même que dans le suicide, j'imagine, on veut retourner dans un état qui était avant la vie, avant que tout ça ne commence. Peut-être on voudrait retourner dans le ventre de maman, hein, oui. à un moment où on serait, voilà, protégé, à l'abri, tranquille. C'est ça, à mon avis, que les personnes qui se suicident vont chercher. Pas la mort. La mort, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Oui. Pour moi, ça n'a Non, pas de c'était plus la question, plus en termes, est-ce qu'ils ont des pulsions de meurtre. mort, c'est-à-dire de suicide ou autre? Bah, à la limite, alors donc on parle des pervers narcissiques. Le pervers narcissique, il se soigne avec vous. Donc oui, il pourrait dire, il peut vous pousser au suicide. Voilà. J'avais eu un cas où on était arrivé à la conclusion, c'est je reconnais en toi tout ce qu'il y a de mauvais en moi, donc c'est l'identification projective. Je te demande d'aller suicider mon mauvais moi. On est dans le champ de la folie. Hein. Ah mais Ouais, après, bah oui. après reviens. C'est-à-dire que la personne, elle ne veut pas la mort de l'autre. Hein. Elle veut sa mort à elle, à l'intérieur de l'autre. Ça n'a pas de sens. On est dans le champ de la schizophrénie. Bah, c'est ça, c'est psychiatrique. Hein. Ouais, ouais, bah bien sûr. Va suicider ma mauvaise part que j'ai projetée en toi. Mais pourquoi est-ce que la personne voudrait que vous alliez vous suicider? Elle a besoin de vous. Vous êtes son médicament. Bah oui. Ceux qui vous menacent tout le temps, bah, je vais te quitter, bon, je vais te quitter, bon, on va arrêter, puisque c'est ça, je vais te quitter. Le jour où vous partez, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Parce qu'ils ne voulaient pas que vous vous sépariez. Yes. C'était. Ok. Disons. Donc, on va arriver à un terme à cette vidéo, Ouais. Jean-Charles. Et donc, en général, à mes invités, je leur laisse leur dernier mot de la fin. Donc, je vous laisse le dernier mot de la fin. Le mot de la fin, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui vous fait envie? J'ai une copine, elle écrit dans 2 mots. Hein. Elle se situe où la vie pour vous? Est-ce qu'elle se situe chez cet autre qui vous maltraite? Certainement pas. Donc oui, c'est difficile parce que je sais pas, j'ai peut-être pas
terminé tout à l'heure quand je disais nous sommes addicts à une personne ou à une substance à la hauteur de ce qu'elle ne nous donne pas, et c'est nous qui remplissons cet autre. Donc, nous sommes amoureux d'un fantasme. Et fantasme, en espagnol, fantasma, ça veut dire fantôme. Un fantasme, c'est quelque chose qui n'existe pas, et qui pourtant existe. C'est une masse d'énergie qui arrive, mais on n'arrive pas à comprendre d'où elle vient. Donc, c'est très, très difficile de faire le deuil d'un fantasme. C'est plus difficile de faire le deuil d'un fantasme que de faire le deuil d'une vraie personne. Ouais. Et cette personne-là, elle n'est pas chouette. Elle ne vous veut pas de bien, de toute façon. Enfin, il faut comprendre. Elle ne vous veut pas de bien. Elle ne fera rien pour vous. Elle a besoin de se décharger dans vous. Moi, je dirais casser l'aimant qui fait pour coller et écouter ses ressentis. Ah, complètement. C'est plus qu'écouter, oui. C'est vivre, oui. Accueillir ses ressentis. Ouais. Yes. Ok, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.